Alors, je suis content d'être avec vous ce soir pour venir partager une réflexion qui s'est faite de longue haleine au sein du comité d'éthique clinique du CSS Vieille Capitale. Je n'ai pas de doute que vous allez vibrer à la réalité dont on va discuter et sur laquelle on va partager. Le contexte de la vie qui a amené la réflexion que je vais vous présenter est le suivant. On encourage les membres de l'établissement à amener des problématiques au sein du comité d'éthique clinique et deux équipes ou deux programmes, DIDPTED, déficience intellectuelle, déficience physique, vous savez plus que moi, et troubles de l'envahissement et du développement, et le programme plutôt hébergement. Deux équipes ont apporté des situations qui étaient problématiques. Il y avait des relations conflictuelles entre les usagers et les intervenants, et puis il y avait une détresse psychologique, je dirais, importante de la part des intervenants. Leur attente à ce moment-là, si on la résume, c'était d'être guidés dans le discernement des limites à mettre ou non lorsque l'offre de service est mise en péril par les exigences d'un usager présentant des comportements difficiles. Et le processus de l'élaboration de la vie a été de nombreuses réunions, discussions, rédaction, clarification des propos. Et en novembre 2011, il y a eu un atelier qui réunissait plus de 50 personnes des différents secteurs, services à domicile, hébergement, des gens du terrain, cliniciens, préposés, des gens de l'administration, il y avait même des gens de l'extérieur, la commissaire aux plaintes à l'agente, etc. Donc, lors de cette journée, on a partagé nos réflexions de façon évidemment plus élaborée que ce soir et on a invité les gens à réagir, ce qui a permis en fait de continuer une bonification de notre réflexion. L'objectif de la vie est de cerner les difficultés d'application du cadre normatif dans les situations étudiées. Quand on dit cadre normatif, c'est tous les règlements, les procédures, les dispositions juridiques qui font qu'habituellement, on s'entend bien avec tout le monde. Puis s'il y a des moments plus difficiles, on va être capable de gérer la situation pour en arriver à une situation qui est fonctionnelle et où les gens se déclarent satisfaits. Et on voulait mieux comprendre le vécu des acteurs du système de santé lorsqu'il s'agit d'établir les limites de l'offre de service. Parce que pour nous, c'était clair avec ce qui nous avait été partagé, communiqué, qu'il y avait beaucoup de souffrance, qu'il y avait tout un vécu à tous les niveaux autour de ces situations-là et qu'il fallait vraiment se soucier de ce qui était vécu par les gens pour arriver à une réflexion qui soit, je dirais, terre à terre et appuyée, dans lesquelles les gens allaient se reconnaître, en fait. Les deux situations qu'on avait, donc des cas réels, et avaient des caractéristiques communes. C'est pour ça qu'on les a traitées en même temps. Et on n'avait pas pour viser de régler les problèmes précis de ces deux situations-là, parce qu'on a réfléchi longtemps. Les gens ont eu le temps de mourir avant qu'on finisse. Alors, l'autre part, on voulait surtout élaborer un propos qui serait utile pour des situations similaires parce qu'on savait que c'était des situations fréquentes et encore aujourd'hui, à travers les demandes de consultation, ça tourne souvent autour des mêmes réalités. Et il y avait donc des caractéristiques de ces usagers qu'on a voulu faire ressortir et aussi au plan organisationnel. Les caractéristiques des usagers, tout d'abord, c'était des gens qui avaient évidemment une dépendance physique et je dirais importante. C'est des gens qui demandent des interventions quotidiennes et on parle d'un quadraplégique, entre autres. Alors, c'est assez difficile d'être plus dépendant que ces personnes-là. C'était des gens qui étaient aptes à décider, du moins les psychiatres en général les avaient déclarés aptes, mais les décisions pouvaient nous sembler ou être jugées déraisonnables. Ils ne prenaient pas des décisions comme la moyenne des gens.
Leurs relations interpersonnelles étaient plutôt conflictuelles. Alors, c'était des gens qui avaient cultivé des conflits avec leur famille, avec leur entourage, avec des aidants naturels, avec les gens du réseau. Ils étaient finalement assez isolés socialement. Il y avait dans cette réalité-là un écart entre la volonté de mettre en place un plan d'intervention, de s'entendre sur ce qui était le plan et de l'appliquer de façon continue, et ce qui se passait finalement sur le terrain. Et au fil des approches, il y a eu des approches comportementales, dont on parlera un petit peu plus tard, qui ont été appliquées et qui faisaient partie des enjeux de ces situations-là difficiles. Évidemment, toute la difficulté d'interagir avec ces gens-là a créé beaucoup d'instabilité des ressources humaines, tant de l'absentéisme, de l'épuisement professionnel, et aussi c'était des gens qui étaient assez habiles dans le clivage. Ils savaient créer la dissension au sein des équipes, mettre en échec finalement les tentatives d'avoir une approche cohérente entre les intervenants. La contestation des services était un mode de vie pour ces usagers-là difficiles. Il y avait dans l'habitude de revendiquer de meilleurs services d'abord auprès des principaux responsables administratifs. Ils ont eu recours autant à d'autres organismes externes, le protecteur du citoyen, l'Office, pas de la profession, mais l'Office des handicapés du Québec, excusez, je massacre le mot, la Commission des droits de la personne. Et tous ces gens-là arrivaient suite à des demandes, c'est leur devoir d'intervenir et de venir regarder ce qui se passe. Et finalement, venaient interférer dans les tentatives d'avoir une approche le plus cohérente possible. Et bon, il y avait à chaque fois, on avait l'impression que les gens devaient recommencer. Donc, déficience physique qui suscitait aussi un capital de sympathie important. On comprend bien que quelqu'un qui est très vulnérable, très handicapé physiquement, c'est difficile de percevoir ou de comprendre que ces gens-là ont un potentiel à quelque part d'intimidation ou qui vont être même capables d'en arriver à mettre KO une équipe de soins. Et il y avait comme une dynamique un peu victime-bourreau et c'était de part et d'autre que ça se cultivait. Il y avait aussi la menace, évidemment, d'utiliser les médias si on n'arrivait pas aux fins désirées. Au plan organisationnel, vous allez entendre parler beaucoup des bribes posées ou des auxiliaires familiales. J'oublie toujours le nouveau nom, vous m'excuserez. On a compris qu'ils étaient au cœur de la problématique, ces intervenants-là, que le plan d'intervention était souvent difficile à respecter pour eux aussi et une source de conflit de valeurs, ce qui amenait la difficulté, tension entre une action cohérente et la dissidence. Il y avait aussi un impact, comme j'en ai parlé, l'épuisement professionnel, l'absentéisme, l'assurance salaire et compagnie. Il y avait eu aussi un épuisement des stratégies. On est habitué, il y a des cas difficiles, ce n'est pas unique dans un établissement. Et des fois, il faut faire toutes sortes d'interventions, de la formation, tenter des approches différentes, apporter aux intervenants sur le terrain des outils, demander aux experts, à des équipes de venir en support aider. Et il y avait comme eu un épuisement. Malgré toutes ces interventions-là, c'était toujours la même réalité qui se vivait. Et il y avait une remise en question finalement de la pratique qui était faite à travers ces interventions-là. Les gens venaient, regardaient, essayaient d'aider, mais en même temps, on pouvait entendre, même si ce n'était pas dit, tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça, tu devrais t'y prendre. Avec le temps, les gens avaient l'impression que c'était jamais correct ce qu'ils faisaient. Alors ça, c'est ce qui a été frappant dans les quelques contacts qu'on a eus avec des personnes qui étaient sur le terrain auprès de ces individus-là, de voir comment ils avaient
il avait perdu confiance et doutait. Malgré toutes les difficultés, il se demandait encore si c'était eux qui n'étaient pas le problème. Remarquez qu'en soi, ce n'est pas mauvais de penser qu'on peut avoir un problème, une part d'un problème relationnel, mais de rester vraiment marqué, j'ose dire, je dirais dans la conviction qu'on intervient de façon adéquate auprès d'un usager. Donc, il y a eu, à travers tout ça, des effets sur le climat de travail qui ont amené des rapports de pouvoir, de la violence, etc. Les gestionnaires, de leur côté, évidemment, il y avait un surinvestissement en termes de temps pour essayer d'encadrer ces cas difficiles-là, des réunions. Je n'ai pas besoin de vous expliquer, vous pouvez voir vite de quoi ça retourne. Et il y avait une dépense de ressources énorme, pas seulement monétaire, mais humaine. Tout le monde était à pied d'œuvre pour essayer d'arriver à une situation d'équilibre pour un intervenant, alors qu'il y avait plusieurs intervenants qui, eux, on n'arrivait pas à investir peut-être plus de temps pour la majorité, en fait. Donc, cette allocation-là, tant de ressources que même monétaires, pose des questions de justice et d'équité au sein de ces cas-là. Il y a eu une mobilisation tardive du support de la direction, non pas qu'ils n'ont pas voulu répondre aux besoins, souvent ils ont été tardivement interpellés. Il y avait un effort des cadres intermédiaires d'essayer de gérer la situation, de faire du mieux qu'ils pouvaient, d'aller chercher des ressources. Avant que vraiment il y ait une mobilisation assez importante pour dire là, il faut s'asseoir ensemble puis on a un problème commun à résoudre. Et il y a eu, à travers ça, et c'est un élément important, beaucoup d'incompréhension et des jugements des partenaires du réseau. Parce que, par exemple, un des bénéficiaires avait des plaies parce qu'il refusait les mobilisations, etc., les matelas thérapeutiques. Et évidemment, les plaies l'amenaient à l'hôpital, à des interventions en plastie. Et à ce moment-là, il y avait un jugement qui se portait en voulant dire « Mais qu'est-ce qu'ils font? Comment ils s'occupent de vous? » Et les gens avaient écho de cette espèce de jugement-là qui était fait. Et comme les personnes, des fois, retournaient à l'hôpital, il y avait l'impression, mais il est où le problème? Même s'ils savaient finalement que c'était des réalités différentes. Et l'organisation évolue dans un cadre juridique qui peut être résumé de façon très succincte par 3 pôles, je pense. D'abord, on sait que les gens ont droit au respect de leur autonomie. Ça se traduit, entre autres pour les soignants, par le devoir ou l'obligation d'obtenir le consentement éclairé d'un patient et la possibilité que celui-ci refuse ce qui lui est proposé comme traitement, comme intervention. L'autre pôle, c'est aussi qu'un usager qui habite un territoire a droit à des services de qualité et un CSS, qui a une responsabilité populationnelle, a le devoir de rendre disponibles ces services-là, de les offrir ou de les rendre disponibles. Et finalement, un dernier bloc, je dirais, d'obligations juridiques et le droit à la sécurité des intervenants quand ils sont à l'œuvre auprès d'un usager et aussi l'obligation, le devoir de protection de l'établissement, de ses employés, aussi protection autant en favorisant un milieu sécuritaire de travail, mais aussi exempt d'harcèlement, par exemple. La réflexion du comité est ce que je vais vous présenter dans ce qui suit là. J'ai mis juste la table sur la problématique. Rapidement, vous levez juste la main. Est-ce que vous avez reconnu, pas les personnes, mais des personnes qui peuvent ressembler à ça? Levez la main juste pour mon contentement. OK. Donc, c'est des situations très fréquentes. Les schémas de relations difficiles,
On sait que dans un établissement de santé, je vais revenir un peu plus loin en détail, il y a une obligation dès le départ et de façon continue d'évaluer les besoins des usagers et de convenir du requis de service pour ces usagers-là. Et c'est une obligation de la loi et ça va amener à l'élaboration d'un plan et il va y avoir des interventions. Cette espèce de contrat qui va s'établir va être le fruit d'un échange entre usagers intervenants autour de l'évaluation des besoins, ce que les gens souhaitent, etc. Évidemment, dans les cas où c'est particulièrement difficile, c'est quand il y a de l'insatisfaction ou qu'on n'arrive pas à s'entendre. Alors là, il y a une contestation et même on a des mécanismes dans les établissements qui favorisent la contestation, etc. Si on n'est pas satisfait, on a aussi des groupes qui peuvent, par exemple, auprès des usagers, les aider à se faire entendre, le comité des usagers, etc. Et il y a de la négociation. Il va y avoir un travail de médiation qui va être fait par la commissaire aux plaintes, par exemple, ou d'autres intervenants. Et finalement, on va arriver à une situation soit satisfaisante ou insatisfaisante. Souvent, on arrive à une situation satisfaisante, mais aussitôt qu'on commence à appliquer ça sur le terrain, ça redevient satisfaisant. J'ai parlé de l'obligation d'élaborer en collaboration avec l'usager, évidemment, un plan d'intervention. L'objectif, vraiment, est d'établir un terrain d'entente concernant les attentes de l'usager face aux services offerts par le CSS. La problématique qui va être abordée, qui a été vécue, on va approfondir 3 éléments en particulier. La question de l'usager apte qui est réputé déraisonnable. Après ça, la problématique des intervenants de proximité. Et finalement, la problématique autour du bien commun qui devient assujetti au désir d'un individu. Alors, tout ce que ça peut créer. Pour nous aider à ramasser tout ça, on a eu recours à un cadre de référence qu'on n'a pas inventé, évidemment, qui est un amalgame je dirais, de philosophes émérites comme Aristote et Paul Ricoeur. Et, entre autres, un médecin, Dr. Voyer de Sherbrooke, qui avait écrit un ouvrage qui avait facilité l'accès à cette littérature-là, qui n'est pas toujours facile à incarner dans le quotidien. Alors, le souci, c'est poser des actions portées par des dispositions et des désirs qui ne mettent pas en péril ma dignité humaine ni celle de mon semblable. Là, je vous demande un petit effort de concentration parce que ce n'est pas simple et chaque mot a son importance. En fait, d'abord, on est dans le monde de l'action. Hein? On n'est pas dans le monde des idées. D'autre part, quand on parle d'actions qui sont portées par des dispositions, ça va chercher, entre autres, comme une espèce de capacité que toute personne a de se soucier de l'autre et le désir de faire du bien ou d'agir pour le bien-être des autres ou de soi-même, évidemment. Et cette action-là ne va pas mettre en péril la dignité d'une personne, ni celle de ceux avec qui ils sont en relation. Donc, il y a 3 dimensions autour du souci. Le souci de soi, qui est plus l'individu, le souci d'autrui, et qui est le souci que j'ai quand je suis en relation avec une autre personne. Et le souci de chacun, c'est quand on est deux en train de régler un problème, mais qu'il y aura des retombées pour une collectivité, bien, il faut avoir en arrière-fond que il n'y a pas juste ce qui se passe ici qui risque d'avoir un impact sur l'ensemble. Alors, on parle de souci de chacun. C'est une manière de ramasser ça très simplement, mais ça nous a aidé beaucoup à essayer de préciser comment ces situations-là étaient
interpellantes à plusieurs niveaux et qu'on avait tendance souvent à les réfléchir juste dans l'angle de intervenant usager problématique. Et là, il fallait sortir de ça, parce que c'était plus complexe que ça. La question de l'usager réputé déraisonnable. Quand on dit déraisonnable, ça n'égale pas inapte, et c'est ça qu'il faut comprendre. Ce n'est pas des gens qui étaient inaptes. S'ils avaient été inaptes sur le plan juridique, ça aurait été fort plus simple. On aurait décidé vraiment à leur place. Mais on ne pouvait pas faire ça. Et dans ce temps-là, on doit se poser une question, est-ce que être déraisonnable, ce n'est pas un jugement de valeur? On peut s'entendre qu'une personne est déraisonnable, mais d'autres personnes peuvent trouver que non. Je ne vois pas ça comme ça. Alors, qu'est-ce qu'être raisonnable? Ça peut se poser tant sur l'angle juridique que sur l'angle éthique. Un peu sur le plan juridique, le patient évalué apte à décider va être un patient qui va juger raisonnable. Il a le droit de consentir et de refuser des soins. On va y reconnaître ce droit-là. Et les critères, entre autres, de validité du consentement, l'un des premiers, c'est l'aptitude à consentir. Alors, on va s'intéresser à ce qui est capable de donner son consentement. On va avoir des obligations de l'éclairer par des informations adéquates. Et puis, il faut que ce soit un processus décisionnel qui est libre de toute coercition. Puis, on sait que quand on est vulnérable, comme les personnes dont on parle, plusieurs peuvent... la coercition est quelque chose de très subtil. Hein? On s'entend là-dessus. Donc, en plus, le patient déraisonnable, il y a la possibilité de refuser. Hein, la colère du consentement, il peut refuser et de changer d'idée. Et c'est là une des difficultés parce que on refuse des choses, il y a des conséquences, et là on dit « occupez-vous de moi ». On s'occupe, on règle les choses, l'intégrité de la peau est retrouvée, et on retombe dans les refus déraisonnables. La peau se détériore et on recommence. C'est la valse à 3 temps. Alors, ça fait partie un peu de ce processus-là parce qu'évidemment, tout le monde peut changer d'idée, tout le monde peut apprendre de ses expériences et agir autrement, mais ces gens-là, déraisonnables, ont de la difficulté à apprendre de leur expérience. Et peu importe les conséquences, il faut respecter le refus, bien, peu importe, il faut s'entendre là exactement. S'il porte atteinte à autrui de façon inacceptable, on peut intervenir, évidemment. Et il y a toutes sortes de manières de refuser. Il y a un refus direct qui s'exprime verbalement, « non, je ne veux pas ». Puis il y a les refus, on ferme la bouche parce qu'on ne veut plus manger. Bien, on n'a pas besoin de dire « je ne veux plus manger ». Quand on est obligé de forcer pour faire rentrer la cuillère, on devrait comprendre qu'il y a un refus. Hein? Et on peut voir aussi l'aptitude à consentir plus sur un angle éthique. Et là, on quitte l'univers strict de la raison, même si c'est quand même affaire de raison, et on va considérer un peu comment la raison peut être vulnérable par l'état émotif, etc., comment la raison peut faire en sorte que quelqu'un, jusqu'à quel point une personne qui est sous le coup de l'annonce d'une mauvaise nouvelle prend une bonne décision. Des fois, on peut dire, ben, on va se donner le temps, on va donner du recul, on va le laisser réfléchir parce que s'il décidait tout de suite, je ne suis pas sûr qu'il va prendre la bonne décision. Pourtant, la personne pourrait dire, ben là, je veux telle affaire-là. Je vais dire, ben, on va se donner un peu de temps, on va regarder les choses aller. Alors, la réponse sur le plan éthique, qu'est-ce que c'est d'être raisonnable ou déraisonnable? Ben, c'est celui qui agit dans le souci de soi qui va être la personne raisonnable. Puis qu'est-ce qu'on entend par le souci de soi? Quand on parle de souci de soi, c'est un peu l'exercice qu'on fait entre la raison et les désirs. On est toujours en train de faire cet exercice-là entre ce qu'on veut et ce qu'on peut. Hein? Alors, vous vous êtes peut-être dit aujourd'hui,
j'ai le désir d'aller entendre cette conférence et je vais en profiter pour prendre une marche. Ça va être bon pour ma santé. Alors, vous avez ce désir-là, mais la raison vous dit, « Ah, je suis arrivé en retard, je n'aurai pas le temps de me rendre. » La marche, ça sera pour une autre fois. Je simplifie beaucoup, mais on est toujours dans cette espèce de réflexion entre un élan qu'on a pour réaliser quelque chose, même qui peut être plaisant, qu'on pense qu'il va être souhaitable, puis la raison qui nous rattrape. Puis les gens qui n'ont pas tendance à être à faire de la place à la raison vont être plutôt déraisonnables et vont s'exposer à des difficultés. Et le souci de soi, ce n'est pas l'histoire du moi égocentrique tourné vers lui. Le soi vient intégrer l'idée qu'un soi en santé, on va dire ça comme ça, il est capable d'autodétermination, mais pas une autodétermination qui se fait sans considérer qu'il y a une interdépendance avec la collectivité humaine. Alors, cette idée-là va influencer comment le soi va s'autodéterminer. Et un soi en santé, je dirais, va agir de façon à promouvoir l'autonomie des autres aussi. La problématique qu'on a vue, qui a été la plus interpellante pour nous, c'est le vécu des intervenants de proximité que sont les préposés et les auxiliaires familiales à domicile. Surtout dans le contexte de l'application d'un plan d'intervention. On a dit tantôt qu'il y avait un exercice qui passait par l'évaluation du requis de service et donc par des évaluations de professionnels, des évaluations qui partent de pratiques standardisées, etc., de connaissances, etc. Alors, quand on est dans l'ordre de la problématique des soins de base, on parle d'hygiène, d'alimentation, etc., donc des gestes du quotidien que monsieur et madame tout le monde vont poser, c'est assez difficile de reconnaître le caractère professionnel de ces gestes-là. Hein? Qu'est-ce qu'il y a de professionnel d'une réalité si personnelle que de s'occuper de soi-même? Donc, et c'est souvent à ce niveau-là qu'il va y avoir des difficultés. Pour l'usager, les gestes personnels, ça n'a rien de professionnel. Et lui, il désire que ça se passe comme... Il a le goût que ça se passe. Parce que soit qu'il a fait toujours ça comme ça, ou pense que ça a plein de bon sens de le faire comme ça, puis il n'en voit pas de problème à le faire comme ça. On va voir ça des fois dans entre autres, de la caricature de la dame de 100 livres qui déplace son homme de 180 livres. Puis là, il y a des préposés qui disent, là, moi, je ne peux pas, le préposé de 250, je vais me blesser le dos. La petite madame a dit, je caricature, écoutez, je suis capable de le faire. Mon syndicaliste, toi, tu ne veux pas le faire. Hein? C'est des clichés, mais là-dedans, il y a une idée de ce que les gens considèrent comme étant de l'ordre du personnel ou du professionnel. Puis il y a le désir d'être autonome, ça se passe comme on veut. À part ça, l'intervenant, lui, de son côté, il y a une pratique de soins qui va être reconnue, qui est le PDSB, le programme de déplacement sécuritaire des bénéficiaires. Et lui, sa raison d'agir va être orientée ou inspirée par un souci de qualité, de sécurité et d'efficacité, qui n'est pas la même réalité. Finalement, un geste, dépendant du contexte, de l'environnement, va prendre une signification différente. À ce moment-là, quel est le vécu des intervenants lorsqu'ils sont confrontés avec des gens qui revendiquent des manières de faire qui vont à l'encontre des bonnes pratiques? Il y a un éventail de comportements qu'on peut voir et il y a les intervenants qui vont tomber dans l'activisme, donc on peut dire, qui vont tout faire pour essayer de trouver une solution, ils vont se creuser le génie, ils vont travailler fort pour en arriver à finalement à satisfaire quelqu'un qui ne peut pas être satisfait. Et bon, il y a des risques d'épuisement, évidemment. Il y en a d'autres qui vont démissionner.
qui vont dire, ben, c'est correct, il ne sera jamais content. Je fais ce que j'ai à faire, puis je ne m'occupe plus de lui. Des fois, ben, plus s'occuper de lui, c'est peut-être passer à côté de quelque chose d'important. Et il y en a d'autres qui vont se désengager, qui vont abandonner tout simplement, qui vont s'en aller, qui vont changer d'orientation. Et dans toutes ces relations-là difficiles, soit qu'on va acheter la paix, et là, on en arrive à faire du favoritisme auprès de gens qui exigent beaucoup, ou il va y avoir de la discrimination. Les gens arrivent pour intervenir, ils ne l'ont jamais connu avant, mais ils n'ont tellement entendu parler qu'avant même qu'ils commencent à intervenir, leur idée est faite de comment ça va se passer. Et là, bien, il y a de la discrimination et il y a un risque d'abus des plus vulnérables. La relation difficile amène la problématique des limites. Et évidemment, ça vient questionner d'abord comment on compose avec nos propres limites. On sait que si quelqu'un a plus d'introspection, qui est plus capable de se regarder, ça va être plus facile d'arriver à des solutions. Ceux pour qui c'est toujours la faute des autres, des fois c'est difficile de trouver des solutions. Et il y a aussi des intervenants qui sont incapables de travailler auprès de certaines clientèles, soit qu'ils ne savent pas ou qu'ils ne veulent pas le voir, puis qui vont tout simplement pas être à leur place. Comme il peut y avoir des usagers qui nient leur déficit puis qui vont dire qu'ils sont capables alors qu'ils ne sont pas capables. Il y a des intervenants qui sous-estiment alors qu'ils s'affirment difficilement. Alors, face à quelqu'un qui est difficile, si tu n'es pas capable de t'affirmer, tu risques de passer dans la moulinette. Il va y avoir une espèce d'immobilisme, manque d'initiative, de créativité qui amène des fois à trouver des solutions. Et il y a celui-là qui surestime, qui lui, bon, écoutez, moi, j'en ai pas de problème avec lui. Ça va bien. Puis, bon, je ne vois pas pourquoi je vais commencer à appliquer le plan qui est là. Moi, ça va bien. Alors, ça n'aide pas à la cohérence. Alors, c'est tout l'univers des interventions qui peut être là. Alors, ce qui m'anime ou me motive, c'est le questionnement qu'on peut avoir. Est-ce la raison ou est-ce le désir? Puis, la norme professionnelle, on peut avoir autant de désir à appliquer la norme comme professionnel. On veut faire le bien, puis on va finir par l'avoir, son bien. Hein? Alors, on essaie toujours de conjuguer un peu les normes professionnelles et désirs des intervenants d'aider avec les désirs des usagers aussi, de revendiquer leur autonomie ou leur manière de faire. Et il peut y avoir une tentative d'imposer, des fois de part et d'autre, qu'est-ce qui doit être fait. Et on va voir souvent la norme personnelle comme un élément subjectif. Et dans notre monde de l'objectivité, ce qui est subjectif est suspect des fois ou semble être plus arbitraire. Cependant, des fois, la subjectivité est présente même quand elle est inspirée par des valeurs, je dirais, inspirée des pratiques professionnelles. Donc, il va y avoir dans toute cette réalité-là des tensions entre l'autonomie professionnelle et l'autonomie personnelle. Donc, il y a un conflit entre les deux raisons qui va être là et qui va être au cœur des problématiques. L'équilibre entre le désir et la raison, c'est l'occasion de se questionner et c'est ce qui nous a amené à toute cette réflexion. Et on peut se demander, mais dans le fond, quelle norme peut arbitrer les conflits entre l'autonomie personnelle et professionnelle? Si la personne a le droit à tout, finalement, qu'est-ce qui nous reste? Y en a-t-il des normes sur lesquelles on peut s'appuyer? Y a-t-il des normes professionnelles quand on est dans des actions quotidiennes? Quand peut-on dire que la demande ou le refus d'une personne est raisonnable et témoigne du souci de soi? Qui est-on pour juger des bonnes intentions de l'autre? Est-il possible d'agir dans le souci de soi si on ne se respecte pas soi-même? Ou on ne respecte pas l'autre à qui on reconnaît peu de valeur? Que ce soit l'usager difficile qui traite les autres comme des esclaves,
que l'intervenant qui va infantiliser, enlever la possibilité à quelqu'un d'affirmer son autonomie par toutes sortes de moyens. Alors, est-ce qu'on peut mettre des limites finalement au désir de l'autre? Et c'était ce qui était la question de base, d'essayer de discerner, en fait, ce que l'on veut, ce que l'on peut ou ce que l'on doit réaliser. Il y a des fois ce qu'on veut, mais qu'on n'arrive pas à faire. Il y a ce qu'on peut. Puis, il y a des fois ce qu'on doit faire. Et ça va être l'univers dans lequel on doit mettre des limites. Et c'est seulement par cet exercice-là de reconnaître ses propres limites d'abord qu'on va être capable de trouver un équilibre et d'agir de façon autonome, mais de façon adéquatement autonome. L'équilibre entre le désir et la raison va se jouer là. Hein? Ce qu'on veut va être, je dirais, encadré par ce qui est possible ou ce qu'on doit faire. Et c'est là qu'on arrive à l'idée que le souci de soi trouve un contenant, des fois, dans le souci d'autrui. Vous allez voir ce que je veux dire. Le souci d'autrui, c'est une dynamique relationnelle où il y a un échange, où on va être de part et d'autre, on va recevoir et on va donner. Et dans ce mouvement-là de recevoir et donner, il y a une bienveillance mutuelle quand on est vraiment dans le souci d'autrui. Et ça va amener à un résultat qui est une espèce de mise en commun. La relation entre un père et son fils, elle est du même ordre, elle est habitée par le souci d'autrui. Mais la production de cette relation-là n'est pas la même que la relation entre des conjoints. Et dans une relation de soins, la production va être finalement ce qu'on appelle la sollicitude, cette espèce de bienveillance mutuelle qui va y avoir ou qui devrait y avoir entre l'usager et l'intervenant. Pour qu'il y ait un réel une bienveillance mutuelle, autrui doit être reconnu comme mon semblable. En général, il y a l'idée suivante qu'on connaît tous, traite-moi comme tu voudrais qu'on te traite. Hein? Alors, dans cette idée-là, évidemment, on est porté, évidemment, à bien traiter ceux en qui on se reconnaît. Et des fois, les gens qu'on a de la misère à côtoyer, on n'est pas attiré, on va dire, par eux. Hein? Alors ça fait partie de la réalité humaine. Et je dirais aussi, dans cette réalité-là, vous avez sûrement remarqué, si vous êtes dans une communauté quelconque où vous êtes un visage connu, puis que vous tombez malade, puis la personne qui vous soigne vous connaît, vous n'aurez pas le même service nécessairement ou la même relation que si c'est un étranger totalement inconnu. Et même des fois, on ne connaît pas la personne, mais on connaît la fille de la madame. Puis déjà là, ça change quelque chose. Souci d'autrui, il est dans la dynamique de la relation professionnelle aussi, puis la relation professionnelle difficile. Et d'entrée de jeu, il faut reconnaître certaines choses qui ne rendent pas la vie facile à un usager de façon générale. Même si on doit tous être égaux, et même si on est égaux, je dirais en essence, pour parler comme ça, il y a une asymétrie dans la relation professionnelle. Parce qu'il y a quelqu'un qui a un besoin qui n'est pas capable de combler lui-même, puis il a besoin d'un autre. Il y a quelqu'un qui n'a pas d'expertise, qui n'a pas les moyens pour s'en sortir, puis il y a quelqu'un qui a le coffre à outils. Il y a quelqu'un qui est malade dans notre système à nous, puis il y a quelqu'un qui est bien portant qui va s'en occuper. Alors, il n'y a pas une égalité complète dans les rapports, mais chacun doit se reconnaître comme égal en termes de dignité, de nécessité de bien se traiter mutuellement, d'être reconnaissant
de la part, l'usager doit être reconnaissant des services qu'on lui donne, puis la personne qui lui en donne doit reconnaître qu'elle gagne sa vie, puis qu'elle retire une meilleure estime d'elle-même en donnant une intervention à quelqu'un qui va lui faire du bien. Alors, l'usager demande, puis l'intervenant, lui, donne à l'usager qui reçoit. Donc, il va y avoir des difficultés relationnelles, sont souvent tributaires des particularités des interventions. Et c'est là qu'on va rentrer. Quand ça se passe bien, en général, c'est parce que soit que le problème est assez facile, soit qu'on a des outils et les moyens de le régler, ou soit que la personne collabore bien, puis il y a un niveau de compréhension mutuelle. Et c'est là qu'on vient encore à la situation des intervenants de proximité, où il va y avoir des particularités qui font en sorte que l'application d'un plan d'intervention va être particulièrement difficile. Et là, on peut parler des approches comportementales. Parce que dans les situations difficiles, habituellement, on va se faire dire, bien, il faut arriver à l'encadrer. Il faut qu'il y ait une uniformité d'action, etc. Il faut qu'ils connaissent bien les limites et qu'on s'en tienne à une même routine, une même pratique qui va favoriser finalement l'acquisition d'habitudes peut-être plus souhaitables. Et dépendant où on est dans cet univers-là des services, les choses ne vont pas se passer de la même manière. Et on va arriver à se demander, bien, est-ce que je suis certain que j'agis bien? Ça peut susciter un sentiment de culpabilité, d'impuissance, de perte d'estime. Prenons la situation de l'usager difficile qui est vulgaire, qui traite la personne, qui donne des soins, de gros pleins de soupe, de vieilles bonnes femmes, etc. Caricature. Et on est dans un CHSLD. La consigne a été, vous êtes poli, vous vous retirez, vous sortez de la chambre. Puis vous revenez un petit peu plus tard donner le soin. Ça s'applique pas si mal. Mais si on est à domicile, qu'on fait les soins d'hygiène, que c'est sur la cédule, puis là, quand je vais être parti, je ne reviendrai pas, tu ne pars pas avec le même fardeau ou la même indifférence. Je ne dis pas qu'il y a de l'indifférence dans l'autre situation. Tu vas vivre ça, c'est beaucoup plus culpabilisant, puis c'est heureux que ça soit à quelque part plus lourd, sinon ça voudrait dire qu'on n'a pas vraiment d'intérêt à l'autre. Alors, ça fait partie de la réalité, puis il va y avoir la tolérance qui va être différente des intervenants face à des comportements aussi difficiles. Il y a des gens, quand on parle de la particularité des situations, il y a les usagers, mais il y a les gens qui interviennent. Si quelqu'un se fait traiter de gros plein de soupe, par exemple, qui a été obèse et qui en a beaucoup souffert, qui a vécu de l'intimidation, même s'il est adulte et qu'il a rationalisé un paquet de choses, bien, ça va y rentrer juste à la place où ça fait mal. Puis ça, là, les gens qui ont des comportements difficiles, ils savent aussi se frapper. Alors, ça va faire partie, et on n'a pas toutes la même capacité à gérer avec certaines situations. Et ça, il faut le reconnaître. Et des fois, c'est ça qui fait qu'il y en a qui t'offrent, puis il y en a d'autres qui décompensent. Et là, il va y avoir un roulement d'intervenants et ça va être très difficile d'aller de façon, je dirais, cohérente. J'ai déjà parlé des approches comportementales. On dirait que j'avais pris de l'avance. Et ça revient pas mal à tout ce que je vous ai rencontré à date. On retient que certaines approches comportementales peuvent devenir des sources de détresse psychologique pour des intervenants parce que c'est un conflit de valeurs constant avec ce qu'ils ont intégré comme méthode professionnelle. Au sein des équipes de proximité, bien, les gens vont finalement finir par se sentir incompris
des professionnels ou du professionnel supérieur qui n'a pas l'air à comprendre ce qu'on vit. Ils disent, bien, écoutez, là, on s'entend, vous allez sortir, quitter si ça ne va pas. Mais c'est bien facile à dire. Là. Moi, je te verrais bien, toi, t'en aller puis le laisser dans ses selles si tu es capable. Vas-y. Tu as envie de dire ça, hein, j'imagine? Alors, il y a vraiment un sentiment, un moment d'être compris, puis tout le monde vient de dire, évidemment, qu'est-ce qui devrait être fait pour que ça aille bien, parce qu'ils prennent pour acquis que ce qui est fait n'est pas adéquat. Mais ça n'aide pas à l'ego. Hein? Et ces gens-là, entre autres, surtout ceux qui sont à domicile, ils vont passer un à l'autre la cédule, puis ils vont s'en aller chez eux avec ça. Il n'y a pas beaucoup de place pour partager ça. Alors, il y a beaucoup un fardeau qui n'est même pas que l'équipe n'arrive pas à supporter. C'est des réalités différentes. Donc, toutes les questions de prise de parole vont être très importantes. Encore pour eux, qu'est-ce qui reste comme choix quand tu es pris avec un usager difficile, puis comment tu peux t'adapter? Ça revient un peu à ce que j'ai expliqué tantôt. Tu peux désobéir au plan d'intervention, mais tu es à risque de sanctions disciplinaires. Tu adoptes un comportement pour te protéger contre quelque chose, puis tu te fais taper dessus. C'est un peu la réalité. Le congé de maladie, hein, ça, tout le monde accepte que tu partes en maladie. Il y a une certaine légitimité. Puis il y en a qui vont fighter. Il ne m'aura pas, je vais le dompter. Hein? Et là, on est dans des rapports de violence qui peuvent être excessifs. Et c'est de part et d'autre que ces rapports-là vont se cultiver. Donc, on arrive finalement à la dernière étape qui est plus courte. Celle du souci de chacun. C'est de s'expliquer pourquoi, dans le fond, ça devient si difficile qu'on ne s'en sort pas, qu'on s'enlise, puis qu'on arrive à aller nulle part. Il y a tout cet aspect-là du souci de soi, des relations, tout ce que ça comporte, dépendant des circonstances, du type de personne qu'on est, etc. Mais il y a aussi, quand on est dans le réseau de la santé, puis quand on est usager, on est dans un système de santé. Puis un système de santé, ça fait référence à des services, à une collectivité. Et forcément, quand on vient à parler de partage et de partage bon, de ce qu'on a en commun à partager entre nous tous, on est dans des questions de justice et d'équité. Et l'usager difficile, il met en péril l'équité. Pourquoi il met en péril l'équité? Parce qu'il va demander plus que ce qu'il a besoin. Ce qui est juste, c'est de demander juste ce que j'ai besoin, ni plus ni moins. Ça, c'est le monde idéal. Puis si on avait un système de distribution des ressources en santé où on donnait tout pareil à tout le monde, il y en a qui auraient, j'ose dire, des outils qui n'ont pas besoin. Puis il y en a qui ont beaucoup besoin, qui n'auraient pas d'essentiel. Et ce que ça illustre, les beaux petits contenants ici, qui sont de formes différentes, avec des besoins différents. Alors forcément, quand on veut être juste, on doit être équitable, c'est-à-dire répondre aux besoins particuliers d'une personne, mais y répondre de façon qu'on en a encore pour les autres. Et c'est ça l'enjeu de l'organisation collective. Il y a deux excès possibles quand on est prisonnier des désirs individuels. Il y a ceux qui vont être les revendicateurs dont on a parlé, qui vont finir par recevoir plus, puis finalement, on va agir avec favoritisme auprès d'eux. Ça, c'est des sources de situations injustes. Et ça va être aussi injuste quand on est dans des relations conflictuelles puis qu'on reçoit moins que ce qu'on devrait recevoir parce qu'on a été étiqueté. Puis c'est facile la psychiatrie est très intéressante à ce propos.
un TPL, d'emblée, là, c'est pas facile à traiter, c'est vrai. Mais on part avec, comment on dit, une note en moins. Hein? On peut catégoriser les individus et autant ça peut nous aider à bien intervenir, à saisir des choses, autant ça peut mettre les gens dans des carcans. On a l'impression qu'il n'y a plus de porte de sortie. Donc, du point de vue de l'usager, quand on va regarder les critères décisionnels, parce que si on veut être dans la justice, il faut arriver à faire une allocation de ressources qu'on va dire non arbitraire. On ne décide pas comme ça me tente ce matin, lui, sa face me revient, je pense que je vais en faire un peu plus. Voulez-vous que je fasse le grand ménage? Je vais laver vos rideaux aujourd'hui, vous êtes gentils. Alors qu'il devrait s'en tenir à faire 2 repas. Hein? Alors, on peut en donner un petit peu plus des fois à des gens qu'on aime, mais ça ne mène pas vers une distribution juste et équitable des ressources. L'usager, lui, il va vouloir qu'on respecte son autonomie décisionnelle. Ça va être ça son critère. Il va dire « j'ai le droit de décider, j'ai le droit d'avoir ci, j'ai le droit d'avoir ça ». Du point de vue du gestionnaire, lui, puis de l'intervenant, lui, il va avoir des critères décisionnels. Mon action, là, elle doit être sécuritaire pour l'usager. C'est pour ça que je vais le palanter dans une chose qui semble inacceptable pour le déplacer, parce que je veux sa sécurité comme je veux ma sécurité. Il va avoir la qualité des services qui va être garantie de façon objective par des guides de pratique puis des données probantes, toutes les bonnes pratiques qui fait que je peux me dire ergothérapeute, que je peux me dire infirmière, que je peux me dire physiothérapeute, travailleurs sociaux, etc. Il va y avoir aussi les obligations légales de l'employeur, on en a parlé, qui sont soit de nature préventive, on doit offrir un cadre sécuritaire sans harcèlement, puis de nature curative, bien, on doit reviser nos pratiques pour toujours offrir un environnement sécuritaire. Ça, c'est des obligations. Et c'est ces critères-là qui font faire que on souhaite que telle personne reçoive des services de telle manière. Il y avait, entre autres, dans un des 2 situations, un usager qui voulait avoir un curage rectal, ça fait drôle, mais un curage rectal d'une manière inhabituelle, en fait, qui n'était plus reconnue comme la bonne manière. Mais quand tu es obligé de demander à des experts d'extérieur de venir valider que tu fais bien ton travail, c'est compliqué, hein? Puis que la personne dit « j'en veux pas de suppositoire, moi, puis j'en veux pas, je les refuse, les lavements ». Dans notre monde, à nous, du système communautaire, on va respecter. À l'hôpital, ils ont moins de problèmes. Il est tourné, il ne se sent pas. Il l'a. Les choses se font plus simplement. Parce qu'il y a un environnement aussi institutionnel. L'institution hospitalière, elle est plus encadrante. Ça se passe comme ça à l'hôpital. Mais à la maison, on n'est pas chez nous. On est chez lui. C'est autre chose. Alors, le rôle des intervenants dans cette histoire-là de personnes avec des comportements difficiles, puis quand on se met dans la perspective d'une société puis d'une allocation de ressources, il va y avoir eu un exercice qui va avoir décidé de ce qui est offert à la personne comme service. Et cet exercice-là va se faire entre l'usager, finalement, et en direct la personne qui donne les ressources, mais la personne qui apporte en fait le soin. Mais cette personne-là, elle, a le temps de temps pour le faire parce qu'il y a quelqu'un qui a décidé que c'est cet argent-là qu'il peut donner pour faire ça. Alors, on est toujours en arrière-plan avec... on n'est pas juste 2 qui sont en interaction. On a toute une réalité collective qui se joue sur le terrain. Et quand on donne des services à monsieur un tel ou madame un tel qui ne sont pas satisfaits, c'est qui l'apprend en premier qui n'est pas satisfait? C'est la personne qui le donne, le service. On s'entend là-dessus. Et à un moment donné, les gens peuvent avoir l'impression d'être coincés
entre une pression sur le terrain énorme, puis une autre pression qui dit, ben c'est ça que tu as comme temps pour le faire, puis tu dois rentrer dans ce temps-là. Puis là, ben, on peut tomber dans la caricature, mais il y a toujours un cadre minimal qu'on doit donner, sinon ça serait n'importe quoi. Et là, ben, l'intervenant devient le bouc émissaire de la frustration de quelqu'un sur le terrain qui n'a pas ce qu'il veut, mais qui n'a pas de pouvoir pour régler ça, parce que ce n'est pas lui qui a les moyens de décider des ressources qui fait que la personne aurait peut-être ce qu'elle veut. Puis il y a des gens qui veulent tout. Et plus que tout, ils veulent avoir ce que l'autre a. Alors ça, quand tu as un souci de justice, c'est difficile à arbitrer. J'en arrive avec les dernières. On pense qu'on agit tout seul en train de donner des soins à quelqu'un puis il n'est pas content. Mais le jour où c'est qu'on fait quelque chose qui déplaît à quelqu'un et que cette personne-là le rapporte à un supérieur, le rapporte à un organisme officiel des droits de la personne, le rapporte dans les médias, on va s'apercevoir qu'on n'est pas tout seul. Il y en a d'autres qui sont responsables de ce qu'on pensait qu'on était tout seul à être responsable. Et ceux qui sont responsables au-dessus des acteurs terrains, eux, ils ont une responsabilité envers la population qui les a élus d'offrir des services de qualité et sécuritaires. Un des grands problèmes, c'est que le monde demande qu'il y ait des interventions à risque zéro, puis qu'il y a des gens qui le fassent à croire qu'ils vont donner des interventions à risque zéro, puis des caves qui croient que le risque zéro, ça existe. Puis si vous êtes de ceux-là, vous êtes caves, je vous le dis. OK? Parce que ça ne se peut pas, ça, le risque zéro. Le risque zéro, là, tu l'as là, quand tu es mort. Quand tu ne bouges plus, tu n'en prends plus de risque. La vie, c'est un risque. Mais on peut, je dirais, avoir des risques, prendre beaucoup de risques, des conduites très à risque, mais on peut aussi agir de façon diligente, puis il nous arrive quelque chose qu'on n'a pas prévu, puis que personne n'aurait pu anticiper. Mais quand il arrive quelque chose qui cloche à quelque part, vous savez le scénario, les journalistes débarquent, ils font un petit reportage, ils montrent juste une facette de l'histoire, et là, le gouvernement va dire, bien nous, on met tout en place. On a nos inspecteurs, nos commissaires aux plaintes, on vérifie, on check, on a nos checklists, on fait tout pour que ça soit sécuritaire. Mais, vous comprendrez qu'on ne peut pas faire les choses à la place des gens sur le terrain. Alors, il y a là-dedans, encore là, quelque chose qui paraît un peu caricatural, mais qui est donc près d'une certaine réalité. Et c'est pour ça que dans l'offre de service, quand ce qui est demandé est une utopie, ça peut amener beaucoup de souffrance sur le terrain. Et il va y avoir des impacts importants sur les intervenants, qui amènent à discuter ce soir des cas difficiles, parce que c'est cette situation-là qui fait que il y a quelque chose qui ne va pas avec quelqu'un. Il y a eu beaucoup d'efforts de fait, mais à un moment donné, il y a quelqu'un qui a décidé d'appeler JE, ça a passé à la TV, le cabinet du ministre appelle et dit « Règle-moi ça, je ne veux plus l'entendre parler. » On va lui donner ce qu'il veut. Contexte médiatique, le rôle des médias. Maintenant, c'est à leur tour. Ils sont là pour informer la population de ce qui est d'intérêt public, évidemment. Ils vont dénoncer les abus, c'est tout à fait correct. Ils vont... Maintenant, on peut se questionner sur la légitimité de cette mission-là qui se donne d'arbitrer les conflits. Hein? La facture, JE, sont rendus que quand ça ne se règle pas, on va la mettre la caméra, on va le montrer comme vous n'êtes pas gentil. Puis comme tout le monde doit avoir de l'air gentil,
bien, ça se règle. Mais dans le fond, ça marche, hein, c'est ça l'affaire. Et ils vont influencer l'opinion publique énormément. Ils ont énormément de pouvoir. Alors, le pouvoir des médias fait peur. Il fait peur au gouvernement. Il fait peur aux organisations. Il peut nous faire peur à nous comme citoyens. Si tu te retrouves en première page parce que tu as fait quelque chose qui n'était pas correct, tu vas regretter, tu vas dire « Est-ce que j'ai hâte d'être dans la chronique nécrologique? C'est la place que je serais le plus confortable. » Et il va y avoir dans cette médiation-là des événements, pour les établissements, un déséquilibre dans le pouvoir de prendre la parole. Parce qu'un établissement, ça a un devoir de réserve, un devoir de confidentialité. Ça ne peut pas aller expliquer à JE tout ce qui a été fait pour essayer de satisfaire cette personne-là qui ne peut pas être satisfaite. Et là, il y a un problème éthique. Je n'ai pas la solution, mais c'est au nom de la confidentialité qui est tout à fait légitime, qui est là pour protéger la confiance que quelqu'un doit préserver envers un système ou envers un professionnel. Au nom de cette confiance-là à préserver, on va bâillonner une organisation collective. Et là, il y a une collectivité qui va perdre confiance en cette réalité-là collective. Et ça cause beaucoup de dommages collatéraux. On pourrait réfléchir longtemps sur la question. C'est quoi la justice dans cette réalité de l'utilisation de la confidentialité qui a comme essence de créer la confiance quand c'est à sens unique, quand tu n'as pas le droit à une prise de parole. Je ne dirais même pas à se défendre, mais à prendre la parole tout simplement. Puis il y a tous les risques que ça serait si on se mettait à parler de tout ce qu'on fait. Ça aussi. C'est pas simple. Et malgré tout ça, on peut dire pourtant, il semble qu'on devrait comprendre qu'une organisation collective ne peut pas se penser et se guérir uniquement par le taux de se gérer uniquement par le taux de satisfaction d'un soi, dépourvu d'une préoccupation collective pour autrui et chacun. Actuellement, souvent, on va aller interroger les gens s'ils sont satisfaits. Êtes-vous content? On a un beau bulletin comme organisation quand tout le monde sont satisfaits et contents. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, le monde satisfait et content? Certaines choses, mais des fois peu de choses. Et ce n'est pas parce que tout le monde, ils sont contents que ce qui se passe là est correct ou est juste, équitable en regard de d'autres personnes dans le système. Puis comme nous autres, on est les pauvres du système, qu'on n'est pas dans l'univers technologique où sont mis les ressources, bien, ceux qui sont dans l'univers des ressources peuvent être très satisfaits. Mais est-ce que c'est satisfaisant pour la collectivité? Peut-être pas. Et derrière tout ça, derrière toutes ces peurs-là, on pourrait penser que le silence, cette espèce d'omerta qui va se créer, qu'on va essayer d'enfouir la réalité en dessous du tapis, va menacer finalement l'offre de services juste et équitable. C'est le pouvoir du silence. Puis on est très menotté. C'est pour ça qu'à soir, là, il n'y en a pas beaucoup en dehors de notre gang. J'aurais aimé ça qu'il y en ait plus des étrangers. C'est là qu'ils commenceraient à voir. Mais on va y arriver. C'est un premier exercice. Hein? Qu'est-ce qui nous reste dans une société démocratique comme possibilité d'arbitrer ce qui semble boiteux? Bien, c'est le juridique. Le lieu d'arbitrage des conflits entre les droits des individus et ceux de la collectivité devrait être la place
où on exerce le droit, on dit le droit, etc. Donc, le recours aux tribunaux peut être, dans certaines circonstances particulières, un investissement pour l'avenir. Parce qu'on a un système qui est beaucoup basé actuellement sur les droits de la personne, etc. Ça influence beaucoup la Constitution, les règlements, etc., la Charte des droits et libertés. Et là, ben, dans cette interprétation de nos droits, ben, il y a un mouvement de balancier qui, on peut questionner qu'est-ce qui reste de place pour ce qui est d'une action collective et l'intérêt de la collectivité. Parce que si la collectivité devient à un point tel affaibli, l'individu va en souffrir. Et ça coûte cher des fois aller devant les tribunaux. Il faut choisir ses causes. Mais si on a des fois peut-être plus recours à ces causes-là, on va peut-être arriver à créer de la jurisprudence auquel on va se référer et que dans 50 ans, on ne se racontera pas les mêmes histoires ou pas de la même manière. De tout ça a découlé des recommandations que je vais tout simplement vous lire. Et c'est ça qui a été l'application concrète, si on peut dire, de nos grandes réflexions. Mais ce concret-là se réalise ce soir dans toutes sortes d'activités, dont dans une organisation comme le CSSG Capital, on va être en mesure de matérialiser. Donc, on pense qu'il est souhaitable d'identifier les indices permettant à l'organisation de repérer l'imminence d'une situation hors norme. Il faut les détecter plus rapidement. Approfondir la nature et le sens du travail, en particulier celui des intervenants de proximité, dans des situations impliquant des usagers ayant des comportements difficiles. On réfléchit beaucoup des fois sur certains types de pratiques et moins sur d'autres. On a à s'intéresser à ces pratiques-là très terrain. Approfondir la nature du travail et l'implication des gestionnaires en regard de ce type de situation-là. Comment ils peuvent intervenir, comment ils doivent s'y intéresser. Porter plus loin une approche qui se soucie de tous les enjeux humains en cause lors de situations difficiles. Pas régler ça, là, juste dans une petite équipe entre 2-3 personnes puis l'usager difficile. C'est souvent systémique. Il faut aller plus loin, il faut comprendre. Faire avancer des pratiques collaboratives où l'ensemble des intervenants, incluant ceux de proximité, participent au plan d'intervention, parce que ce n'est pas encore une pratique. Améliorer la diffusion, l'utilisation des politiques existantes, des procédures et l'appropriation des outils, parce qu'il y en a des moyens des fois. Dans les consultations qu'on fait, puis souvent il y a des situations difficiles, je dois dire que je suis souvent étonné comment les gens n'utilisent pas ce qui est à leur portée pour s'aider et comment ils interprètent mal aussi quelles sont leurs obligations puis quels sont leurs devoirs. Faire connaître davantage et accentuer les stratégies organisationnelles et éducationnelles pour soutenir l'ensemble des intervenants. Reconnaître particulièrement dans les situations difficiles la part et la responsabilité de tous les acteurs du système de santé, incluant l'usager. Et je dirais la plus grande faiblesse peut-être de notre travail, c'est il y a au sein du comité quelqu'un qui est là pour représenter les usagers, etc. C'est cet usager-là qui est dans un travail de réflexion, dans un comité, et est un peu débalancé. Et dans un exercice comme ce soir, bien, ça serait l'occasion d'entendre d'autres voix. Et c'est là, je pense qu'on a un devoir de sortir et d'aller amener cette discussion-là, même si je pense que c'est épeurant de le faire pour une organisation, entre autres. Consolider la gestion des risques et la notion de sécurité tant chez l'usager que chez les intervenants. Et finalement, identifier des paramètres appuyant le recours aux consultations juridiques en temps opportun.
Merci.